Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième webinaire 2023 de FiAdvisor. Au programme aujourd'hui, on va vous donner traditionnellement notre vision de là où se trouvent les marchés, en particulier après cette période récemment agitée. C'est peut-être pas fini d'ailleurs, on va en reparler, et savoir s'il est temps de se tourner vers les valeurs de croissance, valeurs d'ailleurs dont on vous parle depuis un petit moment. Côté FiAdvisor, donc nous sommes trois. Emmanuel Robert. Bonsoir. Un signe, ouais. Et l'organisateur du webinaire, responsable de la clientèle investisseur privé, Lionel Pélissère. Bonsoir. Et moi-même, donc, qui sommes les cofondateurs de FiAdvisor. Bon, pour les nouveaux, 3 mots sur FiAdvisor avant de démarrer et parler des marchés. Donc, c'est une société qu'on a créée en 2016. On est basé à Paris, dans le 8e. Et nos principaux clients sont des sociétés de gestion, banques privées, des grands assureurs. On a aussi développé une offre, notamment au moment du Covid, il y a eu beaucoup de vocations d'investisseurs privés. On a donc développé une offre investisseurs privés et en particulier une application dédiée aux investisseurs privés, qui est celle que vous avez sous les yeux. Avec évidemment les mêmes signaux d'achat et de vente que pour les pros, mais une ergonomie dédiée, quelque chose d'un petit peu plus sympa à suivre. 3 mots sur notre approche de l'investissement. C'est une approche de type momentum, hein, donc on n'achète pas au plus bas, on ne vend pas au plus haut, mais on essaie d'avoir raison au plus vite quand on détecte un mouvement. L'autre point, c'est la diversification. Bon, pour ceux qui suivent attentivement les marchés financiers, vous voyez que tous les jours, il y a de la casse. Il y a des valeurs qui se cassent la figure. On a eu Coinbase, par exemple, ou Block ce matin. Donc, on est, nous, vraiment partant pour une approche diversifiée pour que la perf, ce soit le fruit d'une méthode et pas un casino. Et une approche moyen terme, c'est-à-dire que nos signaux, en particulier les signaux qui sont au cœur du dispositif, les signaux moyen terme, c'est des signaux qui durent plusieurs semaines à plusieurs mois. Voilà, on ne fait pas du tout de trading intraday. Voilà, donc on utilise des algorithmes qu'on a conçus, qui passent en revue tous les jours, enfin toutes les nuits exactement, plus de 2500 actions. On couvre très largement l'Europe et les US, mais aussi quelques autres pays, des ETF, et le fait d'avoir une approche de type algorithme, ça permet d'avoir une approche systématique des marchés, de tout passer en revue, et donc d'avoir chaque matin des signaux sur des titres auxquels on ne pense pas forcément, voire qu'on connaît pas forcément, que vous ne connaissez pas forcément très bien. Donc ça permet d'avoir beaucoup d'idées d'investissement. Voilà, Lionel, à toi pour la partie marché. Merci. Donc, il y a un mois, quand on parlait des marchés, on était dans un régime en fait de forte hausse des indices européens et à un moindre degré américain. Il y avait une petite consolidation en février, après un mois de janvier très, très robuste en forte croissance. Et là, on est à nouveau dans un changement, on va dire, de régime de marché, à la suite d'événements que tout le monde, j'imagine, a suivi, à savoir en fait le début d'une crise bancaire aux États-Unis qui s'est propagée en Europe avec le Crédit Suisse. Et bien entendu, le secteur bancaire européen qui était le leader du marché, c'est plus le cas, n'est plus leader du marché et ça risque de ne pas le redevenir d'ici une longue période. Et par ailleurs, on commence à avoir d'autres rotations qui sont en train de se produire, en particulier vers la technologie, le secteur de la technologie. Alors, si on regarde un petit peu les enchaînements, qu'est-ce qui s'est produit? On a eu des hausses de taux très importantes de la Fed, puisqu'en fait, les taux directeurs sont passés de 0 à 5% en un an, en fait. C'est assez unique dans l'histoire de la politique monétaire américaine. Et il y a un adage qui dit que la Banque centrale continue de monter les taux jusqu'à ce que quelque chose casse. Et ce quelque chose qui casse, il s'est produit avec la banque SVB Financial, puisque
Ce qui s'est produit, c'est que les clients, essentiellement des startups, des sociétés technologiques qui plaçaient leurs avoirs à la banque, en ont eu plus besoin que prévu parce qu'on est dans une période un peu plus difficile, donc ce sont des sociétés qui brûlaient plus de cash. Elles avaient besoin de sortir donc ce cash pour des raisons opérationnelles. Et de l'autre côté, la banque, afin de toucher une rémunération sur ses avoirs, on parle de 200 milliards de dollars, a eu la bonne idée de les mettre sur les obligations d'État américaines qui, comme vous le savez, se sont écroulées l'année dernière. C'est pour ça que qui correspond les taux qui passent de 0 à 4,5% par exemple, sur le 10 ans américain. Et évidemment, il y a eu des pertes constatées au fur et à mesure que les sociétés voulaient récupérer leurs avoirs, donc il fallait vendre ces obligations, constater les pertes, et il y a eu un début de panique. Alors, contrairement à l'année 2008-2009, où on a eu une vraie crise bancaire avec une crise de solvabilité sur les crédits, des crédits pourris, avec les subprimes, des crédits qui ne pouvaient pas être recouvrés à cause de la bulle immobilière. Là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. On n'a pas de problème de crédit, on a un problème de confiance et de liquidité. C'est-à-dire que on s'aperçoit que quand les banques sont fragiles, elles font faillite très, très rapidement. Et donc, c'est ce qui s'est passé aussi pour le Crédit Suisse, puisque le Crédit Suisse est le maillon faible des banques européennes. Donc, très rapidement, ils ont été attaqués. Et donc, la banque, quelque part, c'est une sorte de faillite organisée par un rachat d'actifs de Crédit Suisse. Alors, tout ça, ça a effectivement eu un gros impact sur les banques. Donc, le secteur a décroché très, très fortement, même si on a eu un rebond depuis. Et ça va avoir deux conséquences. La première conséquence, c'est que la prime de risque sur les banques va augmenter. C'est-à-dire que même si on se dit finalement elles ne sont pas chères à 7 fois les bénéfices, quelque part, on n'est pas prêt de les repayer 10 fois parce qu'on sait que c'est très risqué, que ça peut aller très vite et que les banques ça reste, même si c'est value, c'est-à-dire pas cher, ça reste des investissements très risqués. Aux États-Unis, c'est pas encore terminé parce que autant on a l'image française de très grandes banques systémiques, tout le monde est à la BNP ou Crédit Mutuel ou à Société Générale, des banques trop grosses pour que l'État les laisse faire faillite. Autant aux États-Unis, il y a aussi des très grosses banques, mais il y a aussi des milliers de banques de petite taille qui, elles, peuvent effectivement éprouver des difficultés. Donc, en Europe, on va dire qu'il n'y a plus trop de sujets. Il y a encore quelques banques fragiles. Je pense aux banques allemandes notamment, ou peut-être que quelques banques régionales espagnoles. Mais on n'a pas finalement le degré de problème qu'ont les États-Unis. Donc, éventuellement, on pourra avoir encore quelques difficultés sur les banques américaines. Le deuxième problème, c'est évidemment que les banques, elles vont devoir gérer leurs risques. Donc, ça veut dire qu'elles vont octroyer moins de crédits. Qui dit octroi de moins de crédit veut dire que ça va avoir un coût sur la croissance économique. Et donc, le risque de récession a augmenté très nettement après donc cet événement. Le risque de récession a augmenté très nettement. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout bon pour les valeurs cycliques, puisque les valeurs cycliques, comme leur nom l'indique, sont liées à la croissance. Donc, quand on est en récession, leurs bénéfices fondent. Et inversement, ils augmentent très fortement quand la croissance augmente. Donc là, on est plutôt dans un registre d'attendre une récession de 2 trimestres, par exemple, en fin d'année. Donc, évidemment, les bancaires et les valeurs industrielles sont beaucoup plus impactés. Par contre, ce qu'on observe maintenant, c'est que la Fed et la BCE ont changé de ton, c'est-à-dire qu'elles ne vont plus pouvoir monter beaucoup leur taux. On est plutôt dans un registre de pic de taux d'intérêt. Donc ça, c'est très très bon pour les valeurs de croissance, parce que on a aussi enclenché de l'autre côté la baisse des rendements obligataires qui servent aux valorisations des sociétés technologiques, etc. Donc on a en ce moment une rotation qui est en train de se produire, assez nette sur les grandes valeurs technologiques américaines et sur le secteur des semi-conducteurs, parce qu'on a évidemment une politique monétaire qui est beaucoup plus intéressante pour les valeurs technologiques. Et par ailleurs, les grandes valeurs technologiques, elles sont assises sur des matelas de cash énormes. Il suffit de voir Apple ou Microsoft, par exemple, qui sont rentrés en signal récemment, on y reviendra. Ce sont des sociétés qui ne sont pas tellement concernées par une récession, on va dire, modérée de l'économie américaine ou mondiale. Donc, elles sont beaucoup plus, elles sont beaucoup plus rassurantes pour les investisseurs du fait de leur bilan, de leur business model, etc. Ensuite, elles bénéficient de la baisse du dollar, parce que le dollar, lui, il suit les taux, comme la rémunération
des taux d'intérêt est en train de diminuer aux États-Unis, avec tous ces événements, eh bien, le dollar, lui, il baisse. On était à 1,09 par rapport à l'euro. Hein, c'est quand même le plus haut depuis de nombreux mois. Et ça, c'est très bon pour les sociétés technologiques américaines, parce qu'évidemment, elles vont rapatrier des bénéfices européens, asiatiques, qui vont être meilleurs du fait de ce taux de change. Donc, on est dans une configuration de tendance vers la qualité. La tendance vers la qualité, c'est vers les sociétés de croissance de qualité, technologiques américaines en particulier. Donc, ça va avec la sécurité et ça va aussi également avec le fait que s'il y a une petite récession, les sociétés de croissance, elles vont croître un peu moins, mais elles auront toujours probablement beaucoup plus de levier de croissance que les sociétés cycliques qui vont tout de suite être impactées. Hein. Je pense notamment tout ce qui est ressources de base, c'est aussi l'automobile, c'est la chimie, la construction, etc. Donc, on est vraiment dans une rotation. On a changé de jeu depuis le début du mois à cause de cette crise bancaire qui précipite le mouvement de récession, précipite le mouvement monétaire et finalement les valeurs refuges se trouvent être les grandes valeurs technologiques. Et pas que, parce qu'on s'aperçoit aussi que ça, c'est surtout valable aux États-Unis. Il y a tout un tas de modèles Internet, notamment, qui commencent à redevenir rentables et donc qui sont considérés comme beaucoup plus sécurisants par les investissements. Donc, on est un peu au début de cette rotation qui devrait s'accélérer dans les prochaines semaines. Alors, vous avez devant vous les indicateurs FeeAdvisor. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que le MPI est à 53 en zone neutre. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'on a un régime de volatilité qui est plus important qu'il y a 3 semaines, hein, où on avait très peu de volatilité. Néanmoins, on est quand même dans une volatilité modérée. Pourquoi on est dans une volatilité modérée? C'est que, en fait, le marché est plutôt en train de faire une rotation plutôt que de baisser en masse. Les flux sortent des banques. Donc, on a eu un gros rebond parce qu'il y a eu un excès. Bon, maintenant que ce gros rebond il a eu lieu, ça rebaisse et l'idée, c'est que sur les banques, il va plus se passer grand-chose dans les prochains mois. Sur les valeurs cycliques, c'était un peu pareil. On risque d'avoir un petit peu la même chose. Tout cet argent-là, il va plutôt sur des valeurs de qualité de croissance. Et donc, du coup, pour les indices américains, ça veut dire qu'on a un rétablissement qui est en cours. Alors, je rappelle que si on regarde depuis le début de l'année, le Nasdaq est vraiment l'indice le plus fort. Aujourd'hui, au moment où on se parle, ça reprend encore 2%. Alors que le Stock 600, qui était l'indice fort avant cet épisode, est en train de, lui, par contre, perdre du momentum, s'émousser à cause, effectivement, de sa composante cyclique et bancaire qui est très importante. Regardez le Stock 600, et c'est essentiellement des banques, des assurances, des valeurs de pétrole, des valeurs industrielles. Aux États-Unis, rien que Microsoft et Apple, c'est 12% de la capitalisation du SP500. Et c'est 25% de valeurs technologiques. Donc, ce sont des indices très growth, très croissance. Et c'est pour ça que la surperformance des indices européens qui dure depuis finalement début 2022 est probablement terminée. Terminée parce que la composante cyclique fait que comme on arrive maintenant vers une récession, ça va être effectivement moins simple pour ces valeurs-là, même si elles ne sont pas chères. Hein, donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un gros potentiel de baisse, mais ça veut dire en tout cas que le moteur de la dynamique est vraiment atteint. En termes de secteur, Christophe va en parler juste après, mais on voit bien effectivement que on a un moteur maintenant nouveau qui est la tech. Il est, tout à fait matérialisé par l'indice Nasdaq, bien supérieur aux autres. C'est intéressant de comparer d'ailleurs aux États-Unis par rapport à l'indice Dow Jones, qui lui est plutôt composé de valeurs cycliques. Et on voit bien que c'est vraiment le mouton noir de la cote actuellement. C'est vraiment l'indice qui sous-performe. Alors que c'était vraiment l'inverse il y a quelques temps. Au sein du Nasdaq et des segments technologiques, on a le deuxième moteur, c'est les semi-conducteurs, qui sont en avance de phase. Et on commence à avoir une dynamique qui s'inscrit sur les autres segments de la cote, c'est-à-dire les logiciels et les valeurs Internet. Mais c'est encore un mouvement qui est, on va dire, en train de se mettre en place et qui n'est pas complètement affirmé. Donc, nous, ce qu'on souhaite communiquer, c'est qu'on a vraiment vu se matérialiser
cette rotation vers la technologie. Cette rotation, elle a démarré, elle n'est pas achevée et elle risque effectivement de, entre guillemets, contaminer d'autres segments technologiques dans le futur, plutôt des sociétés de grande qualité et de grande capitalisation. Et pour l'instant, la participation, donc le spread momentum que vous pouvez voir, il est plutôt en forte détérioration sur les deux zones, surtout aux États-Unis, qui a le premier chuté très fortement parce que aux États-Unis aussi, tous les compartiments bancaires, cycliques, etc., se sont écroulés sans que les valeurs technologiques soient encore en signal. Donc, on est un petit peu à la croisée des chemins. Donc, nous, on s'attend à ce que le spread momentum des États-Unis rebondisse dans les prochaines semaines et finisse par dépasser celui de l'Europe qui, lui, par contre, est en train de s'effriter petit à petit parce que sa composante cyclique est la plus importante. Donc voilà. Et on est dans un régime de volatilité qui est aussi en train de se tasser, mais qui pourrait avoir éventuellement des répliques, on va dire, de cette crise bancaire. On pourra avoir quelques banques régionales américaines en difficulté. Donc, il faut s'attendre à de la volatilité. Mais dans le cadre de cette volatilité, les valeurs refuges et les valeurs à privilégier, ce sont, selon nous, les valeurs technologiques. Voilà, j'en ai fini. Je vais laisser Christophe poursuivre avec les secteurs. Merci Lionel. Christophe, tu nous fais un tour d'horizon des secteurs les plus dynamiques sur l'Europe et les États-Unis? Rapidement, voilà, pour illustrer ce que Lionel a évoqué. Donc, vous voyez ici, donc, on passe par l'application. Donc, les marchés, on démarre par les marchés US. Là, ils sont triés en ordre alphabétique. On peut donc les trier par signal, donc moyen terme ou court terme. Le moyen terme, je rappelle, c'est vraiment le cœur du dispositif. Bon, pour illustrer ce que Lionel disait, on voit que, donc je suis ici aux US, le seul secteur qui soit aligné, on aime bien que les secteurs soient alignés idéalement moyen terme et court terme. Ça veut dire que j'ai une tendance de fond qui est bonne et qui est confirmée par ce qui se passe à court terme. On voit, c'est d'ailleurs pas la première fois qu'on vous le dit pour ceux qui nous suivent depuis un moment, que les semi-conducteurs, ils ont cette constance. Vous voyez, on est ici une semaine avant, 4 semaines avant. C'était déjà vrai la semaine dernière, c'était déjà vrai il y a un mois. On avait un secteur des semi-conducteurs qui était très fort. Et on voit qu'à l'inverse, on a un certain nombre de secteurs, par exemple les secteurs plus défensifs comme la distribution, qui étaient plus forts à court terme, même si ce n'était pas tout à fait 50% il y a 4 semaines, qui sont en train de faiblir. Donc ça, ce sont des indications. On voit bien ici sur le pétrole ce qui s'est passé. On est toujours en signal parce qu'on a un signal moyen terme qui est très fort, mais on voit l'illustration du fort ralentissement sur ce secteur, ou les biens d'équipement qui ont beaucoup souffert et qui, à court terme, sont très mal orientés. Donc, ce sont vraiment des secteurs où, si on voulait à un moment pouvoir réinvestir, il faudrait observer une réaccélération des mouvements court terme. Pour illustrer le fait qu'on est un peu au début, malgré tout, vous voyez, on parlait d'Internet. Bon, on voit que Internet était encore très, très faible la semaine dernière, avec 12% seulement de valeur à l'achat à court terme. Ça remonte, donc c'est un secteur peut-être que d'ailleurs dès aujourd'hui, compte tenu de la très forte progression du SP500 et encore plus du Nasdaq, on verra ces secteurs accélérer. On voit que les secteurs logiciels commencent à accélérer aussi, mais on voit qu'on est encore loin pour le moment d'avoir beaucoup de signaux moyen terme. Ça illustre d'ailleurs ce que Lionel disait en parlant des grandes valeurs. C'est vrai qu'on aime bien revenir dans ces secteurs par des grandes valeurs de qualité pour éviter d'aller chercher trop de volatilité et trop de risques. Et en effet, on a eu, peut-être d'ailleurs on peut le montrer, je passerai après à l'Europe, mais on a eu par exemple un signal, pas plus tard que c'est ce matin, sur Apple, voilà, qui est revenu donc à l'achat. Bon, c'est aussi l'opportunité de vous remontrer un peu ce qu'on voit sur une fiche valeur.
voir donc ici que Apple est revenu à l'achat. Elle était déjà, ça se passe souvent comme ça, quand les valeurs ont connu un creux, elle était à l'achat tactique court terme, donc depuis le 3 mars. Donc là, on a un premier signal qui nous dit, tiens, il se passe peut-être quelque chose sur cette valeur, et c'est confirmé aujourd'hui en disant, ça y est, maintenant la valeur passe à l'achat moyen terme. Vous avez en dessous les momentum, vous voyez qu'on est sur des momentum, donc au-dessus de 50%, bah, c'est positif. On a un bon momentum court terme, on a un bon momentum long terme, et en même temps, on n'est pas encore à bloc, c'est-à-dire on n'est pas encore à 100%. Voilà, donc c'est au Donc ça montre qu'il y a encore du potentiel de hausse sur cette valeur-là. Exactement, hein, on est quelque part au sens du momentum au début de la hausse. Bon, Lionel parlait de valeur de croissance et de qualité. Bah, croissance, vous voyez ici, hein, on catégorise les valeurs donc dans compartiment. Vous voyez, si on considère qu'on est sur des valeurs de croissance, et on regarde beaucoup en ce moment des valeurs qui ont particulièrement souffert en 2022, hein, qui étaient les valeurs qui étaient les plus chères, qui avaient historiquement un très bon score de comportement boursier et qui sont maintenant plutôt celles qui sont en train de driver le marché, qui sont en train de surperformer à nouveau, hein, ce qui est d'ailleurs le sens de ce score. Et là, les choses sont en train de se remettre à l'endroit. Et donc, cherchez plutôt des grosses valeurs et des valeurs de qualité qui, bien sûr, sont à l'achat, ou vous pouvez mettre en surveillance des valeurs qui ne seraient pas encore à l'achat, mais qui s'approcheraient d'un signal d'achat. On parlait tout à l'heure de... Christophe, est-ce que tu peux faire un rappel de la notion de comportement boursier et historique boursier rapidement, s'il te plaît? Sur le score comportemental, donc, OK. Donc, en fait, c'est un score qu'on a construit qui va mesurer le fait qu'une valeur, sur un historique long, on travaille sur 5 ans, va surperformer son indice de référence. Donc, on va prendre le SP500 pour les valeurs américaines, on va prendre le stock 600 pour les valeurs européennes, mais aussi une valeur qui a tendance à se replier moins que les indices, qui va donc avoir des replis plus mesurés, qui va être un peu plus prévisible. Donc, il y a une notion et de performance et de qualité dans le comportement. Donc, évidemment, sur une longue période, bah, c'est un peu autoréalisateur. Ce sont des valeurs qui surperforment, mais on voit qu'après une année difficile, elles se remettent maintenant en chemin. Pour toutes les raisons que Lionel a évoquées, la hausse des taux, elle est un peu derrière nous, au sens où les taux ont maintenant monté. Donc, ce risque-là, il est maintenant beaucoup plus faible. Et comme ce sont des valeurs qui ont et du cash et de la croissance, ce sont des valeurs qui deviennent très, très intéressantes. Merci. J'en profite pour parler d'un autre indicateur. Vous voyez ici, vous avez historique de performance. Bon, ça vous permet aussi de savoir dans l'application si en moyenne on a eu plutôt raison ou plutôt tort sur les valeurs, si on a bien réussi à accompagner les mouvements de croissance. En l'occurrence, là, on a un bon historique sur cette valeur. On pourra, je ne veux pas prendre trop de temps, mais on pourrait faire une extraction sur le secteur des semis. Mais voilà, par exemple, pour parler de secteurs de valeurs qui sont moins en avance, donc qui ne sont pas encore à l'achat, mais que vous pourriez mettre en surveillance, une valeur comme AMD, que nous, en tout cas, on surveille. Vous voyez, elle est passée à l'achat en même temps que Apple. Elle est par contre toujours seulement en fin de vente forte, donc elle n'est pas encore à l'achat dans l'application, mais vous voyez que le momentum est en train de devenir positif, 75% court terme, il lui manque encore un petit chouïa à long terme, et on a un score de comportement, bon, au-dessus de 5, c'est un bon comportement boursier, et puis à 10, c'est un comportement boursier excellent. C'est une valeur d'ailleurs qu'on a très bien accompagnée en termes de signaux. Vous voyez qu'on a un historique. Bon, c'est une valeur qui a un bel historique. Hein. Vous avez le chart ici. C'est une valeur qui a un très bel historique. Bon, intéressant d'ailleurs de voir. Vous voyez, une valeur qu'on avait achetée en 2021. On est sorti toujours en gain. On a évité toute cette perte. Et vous voyez qu'on arrive maintenant au moment à peu près, probablement, où on pourrait prochainement déclencher un signal d'achat sur cette valeur qui est en plus au sein d'un secteur qui est fort, hein, ce qui est toujours un avantage quand porté par le courant. par l'ensemble du secteur.
Je reviens sur les secteurs pour parler de l'Europe. Même chose, vous voyez qu'en Europe, aéronautique et défense, ça reste très fort. Bon, c'est vrai que c'est probablement aidé par tous les budgets de défense qui sont revus à la hausse et des commandes liées évidemment liées au conflit. Hein, on voit bien, Lionel parlait des banques tout à l'heure, vous voyez bien le changement de monde depuis il y a 4 semaines et maintenant. On avait un secteur qui était très très fort en moyen terme, qui était fort aussi à court terme et qui s'est littéralement effondré, qui reste encore à l'achat moyen terme, mais à surveiller. On risque d'avoir des sorties, bien sûr. Et vous voyez que là encore, on a les semi-conducteurs, qui ont d'ailleurs connu une belle accélération ici récemment, qui sont bien orientés et à moyen terme et à court terme. Ce qu'on peut peut-être d'ailleurs faire, juste pour illustrer, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à l'achat dans ces secteurs. On a dit donc où est-ce qu'ils sont mes semi-conducteurs? Je À ne gauche. sais plus. Ils sont là. Voilà, merci. On va regarder. D'ailleurs, on ne va pas regarder que ce qui est à l'achat. Je vais prendre en Europe et afficher tout ce qu'on a en termes de valeur. Parce que c'est toujours intéressant de voir. Voilà, ici, on va se mettre sur les signaux les plus récents. Ublox, en l'occurrence, c'est une petite valeur. Mais vous avez ici des valeurs qu'on a à l'achat, qui sont à l'achat à moyen terme et à court terme, comme Extron, comme VAT Group, comme Infineon. Vous avez notamment, pour choisir celle que vous pourriez avoir envie de prendre, vous avez notamment donc le critère de comportement boursier. Si vous cherchez de la qualité, on voit par exemple qu'Extron est une valeur qui a une qualité boursière, donc comportement boursier qui est élevé, et un momentum qui n'est pas tout à fait, au maximum. Et vous avez des valeurs qui sont maintenant, depuis un bon moment à l'achat, comme ST Micro par exemple. Il y a l'inverse, donc qui est une valeur sur laquelle on a fait déjà un beau parcours, puisque vous voyez qu'on l'a acheté juste avant une réaccélération. Alors, on est toujours à l'achat dessus, mais on ne voit plus ton écran, Christophe. Ah, d'accord. Tu as ouvert une autre fenêtre, mais c'est pas grave. Ouais. Oui, bon, attends, c'est pas grave. De toute façon, simplement pour vous dire que c'est une valeur qu'on a achetée depuis le 25 janvier, qui a déjà fait Tu as qu'à taper dans le moteur de recherche si tu veux la montrer. Un beau parcours. Ouais, STM. Ici, voilà, pour illustrer, qui a été acheté ici, et qui est une valeur donc avec un score de comportement qui est très élevé. Bon, voilà pour la revue rapide Alors, si peut-être regarder, parce qu'on est quand même sur une configuration qui est un peu différente. Si on revient par contre sur les secteurs. Montre les secteurs qui sont en train de fortement baisser. Ouais, alors, pour parler des secteurs de croissance, d'abord, on voit qu'on est beaucoup moins avancé quand même en Europe qu'aux US. C'est aussi pour ça qu'on vous dit qu'on a une nette préférence pour les US en ce moment, parce qu'on reste, si je prends logiciel ou Internet, en Europe, on reste quand même en dehors des semis sur des secteurs qui sont assez faibles. Et tu disais, sur les secteurs qui auraient beaucoup ralenti, vous voyez qu'on ne manque pas de candidats pour avoir les secteurs qui sont faibles actuellement. Bon, on a parlé tout à l'heure des services pétroliers. C'est d'ailleurs pareil pour le secteur de l'énergie dans son ensemble. L'automobile, par exemple, également, qui était très forte. Là, c'est typiquement un mouvement tactique, donc court terme, qui ne s'est pas vraiment confirmé et les valeurs sont repassées faibles, en fait, en tactique. Ce qui veut dire qu'on peut prendre ces bénéfices si on veut, parce que, compte tenu de ce qu'on a dit, ce qu'a dit Lionel plus tôt, on est sur un cycle qui se renverse sur les valeurs cycliques.
Et on est sur une tendance court terme qui est pas très positive, c'est ça? Qui est négative, qui est même négative, hein, puisqu'on est revenu quasiment à zéro sur les tendances court terme. Donc, on voit qu'aujourd'hui, c'est pas l'endroit où il faut aller. À l'inverse, par exemple, on pourrait surveiller des secteurs plus défensifs comme agroalimentaire, hein, ou bien à la personne, où on a une forte accélération court terme, mais il faut attendre d'avoir des signaux maintenant moyen terme. Voilà pour la revue rapide des secteurs. Et Ok. donc, le point sur le fait de se tourner vers les secteurs de croissance est plutôt… et de lorgner du côté des US pour ceux qui le peuvent. On illustre nos propos avec quelques valeurs de croissance technologique aux US sur différents secteurs. Lionel, tu veux peut-être en faire quelques-unes sur la partie logicielle ou la partie Internet? Alors, il y a des valeurs de qualité qui sont rentrées en signal donc depuis le début du mois. Je pense à Mercado Libre. Mercado Libre, c'est une société quand même qui a une certaine taille, 60 milliards de capitalisation boursière. Donc, c'est déjà une grosse société. C'est en fait c'est l'équivalent d'Amazon, sauf que cette société, elle n'opère qu'en Amérique du Sud. Enfin, quasiment qu'en Amérique du Sud. Et c'est un très beau modèle de développement. C'est une société qui a des taux de croissance de 50% par an et qui est devenu rentable. C'est plutôt assez défensif, le e-commerce, parce que quand il y a une récession, les gens ont plutôt tendance à aller plus sur à plus utiliser le e-commerce parce que c'est moins cher. Là, on voit très bien effectivement que donc c'est un titre qui avait souffert en 2022. On a eu une longue traversée du désert et là, c'est en train de repartir. Et si on se projette à plus long terme, on voit que c'est une très belle histoire de croissance qui est en train de redémarrer. Donc là, on est typiquement dans une société qui n'est pas très volatile, qui a un score de qualité à 10 sur 10. Donc, on est vraiment dans du qualitatif. Et puis, le score de comportement de la société, il est aussi assez qualitatif à 6. Peut-être juste, pour faire la différence entre score de qualité et score de comportement boursier dans l'application. Donc, comportement boursier, j'en ai parlé tout à l'heure. Score de qualité, c'est vraiment lié aux caractéristiques financières d'une société. Donc, c'est la croissance de son chiffre d'affaires, c'est sa rentabilité, c'est le fait qu'elle ait peu ou pas de dette. Donc, ce sont vraiment les fondamentaux. Ça veut dire que là, on a une société qui a un très bon comportement boursier, 6, et qui a en plus des fondamentaux qui sont excellents. Voilà, pas très volatile. C'est une société de croissance, donc évidemment, il n'y a pas de dividendes. Et donc, il y a un très fort momentum à court terme et qui est en train d'accélérer petit à petit à long terme. Donc là, typiquement, on coche toutes les cases. C'est une société de croissance de qualité qui est en signal et qui surperforme fortement les indices depuis quelques mois et qui est rentrée en signal d'achat chez nous le 1er mars. Alors, il y a une autre société aussi qui effectivement est rentrée en signal. Christophe a parlé d'Apple tout à l'heure. Et si on regarde le deuxième très gros poids lourd de la tech, c'est Microsoft. Et Microsoft, c'est pareil, c'est un titre qu'il ne fallait pas avoir depuis un certain temps. Donc, c'est une très, très belle histoire dans la durée. Donc, si vous regardez en fait sur Microsoft, on a eu très peu de signaux finalement. On a été à l'achat en février 2019. Finalement, le système a proposé de vendre Microsoft en février 2022. C'est assez rare qu'il y ait des exits sur ce titre. Et là, c'est effectivement assez significatif d'avoir à nouveau un signal d'achat. Ça veut dire que toute cette période, elle est terminée. On repart probablement sur la tendance lourde historique qui est plutôt justement positive sur Microsoft. Donc sur Microsoft, là typiquement le score de qualité est élevé, c'est une société qui a très bons fondamentaux. Le comportement boursier, donc relatif par rapport à son indice, il est excellent, il est à 10, il est au maximum. Bon, là, la capitalisation boursière, c'est un géant, 2 trilliards de dollars, et puis tout est au vert, parce que là, on a le court terme et le long terme qui sont plutôt sur un niveau élevé. Donc typiquement, voilà, Microsoft, c'est un titre à mettre en portefeuille, parce que effectivement, on est sur de la qualité avec du momentum dans les secteurs qui performent. Alors après, si on veut illustrer un petit peu dans les semi-conducteurs avec un titre dont on parle pas très souvent,
qui est Analog Device, par exemple. Donc là, typiquement, c'est pareil. On a eu un signal d'achat. C'est une société aussi qui a un très bon track record, qui a un score de qualité qui est moyen, là, mais qui est en train de s'améliorer, et qui a un comportement boursier au maximum. On est à 100% sur le court terme et le long terme, donc ça, on est au maximum en termes de momentum. Donc c'est quand même quelque chose sur une société qui fait quasiment 100 milliards de capitalisation boursière. Donc c'est intéressant de voir que effectivement, au sein des semi-conducteurs, on connaît Intel, d'ailleurs, qui pour le coup plutôt un titre qui se comporte assez mal. On connaît Nvidia, qui est effectivement donc le titre qui a quasiment le plus monté dans NVDA dans le ticker. Ouais. Voilà, ça c'est un titre où le système est passé à l'achat donc le 12 janvier 2023. Il y a un très gros parcours. Donc là c'est pareil. Typiquement, le système était passé à la vente en mars ou en avril. Et là, c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, on est repassé assez tôt à l'achat le 24 janvier et que depuis le titre, il a pris 50%. Enfin, c'est effectivement des très grosses poussées haussières. Donc, on voit bien que si on regarde un petit peu l'ensemble du compartiment technologique, on va trouver ici et là des titres qui sont dans très bonne configuration. C'est très vrai pour les semi-conducteurs, c'est un peu moins vrai, mais de plus en plus fréquent sur la partie Internet et logiciel. Alors, logiciel, on n'a pas parlé. Il y a Fortinet ou Palo Alto, on est dans la cybersécurité notamment, qui sont intéressants. Voilà, ouais, Palo Alto, c'est un bon exemple. Ouais, Fortinet. Les deux, d'ailleurs, ont émis un signal d'achat, je l'ai sous les yeux là, à peu près au même moment. Il y a déjà quelques semaines, ce sont des valeurs qui n'ont pas encore beaucoup progressé depuis, mais donc le signal est toujours valable, elles ne sont pas au taquet. Et voilà, on est sur des titres, dans les deux cas, avec un excellent comportement boursier. Donc et ce sont déjà des grosses capitalisations, hein, c'est 57 milliards, là je vois c'est Palo Alto ça. Je crois que Fortinet c'est un petit peu plus petit. Enfin, donc on est sur des grosses capitalisations. Ce serait qu'on évite d'aller chercher des trop petites boîtes avec trop de volatilité pour le moment, parce qu'on voit que les marchés sont quand même encore assez erratiques, et sinon on peut se faire peur sur une journée avec des grosses baisses, comme on a eu hier par exemple, compensées par une grosse hausse aujourd'hui. Voilà, donc là, effectivement, on a une volatilité qui est plutôt basse, 3 sur 10, et on a un comportement boursier qui est au maximum. Et on voit effectivement le nombre de signaux augmenter dans ces secteurs. Donc, Palo Alto, Fortinet, il y a eu Salesforce, Oracle également. Et on commence à avoir aussi des retournements court terme. Il y a beaucoup de signaux tactiques. Il faut que tout ça se transforme en signaux moyen terme, donc stratégiques dans les prochaines semaines. Mais l'évolution des cours montre que ça va plutôt dans ce sens-là. On a vraiment un appétit pour ces thématiques renouvelées par, encore une fois, les taux qui baissent, le fait que, ça c'est des secteurs quand même qui, même s'il y avait une récession aux États-Unis, les budgets sur la sécurité informatique, ils ne vont pas être remis en cause. Donc, typiquement, les sociétés comme Fortinet et Palo Alto, elles vont s'en sortir plutôt mieux que des titres qui sont complètement conditionnés au cycle économique, qui peuvent être endettés, qui ont des marges faibles, qui vont avoir des cash flows négatifs, etc. Là, on est sur des sociétés qui ont des marges très importantes, qui ont de la trésorerie, qui ont des bilans très solides. Bon, il y aura de la volatilité, mais on sera toujours mieux sur ces titres-là que sur des banques ou des valeurs industrielles de faible qualité. Ok. On n'a pas de valeur suggérée pendant le webinaire, donc je pense que ça va. On peut passer à la conclusion de notre intervention. La conclusion de notre intervention, c'est que même si notre exposition au marché elle est à 15% cash aujourd'hui, ce qui s'explique quand même par le fait qu'il y a des mouvements de volatilité importants. On a eu un VIX qui a touché 30 la semaine dernière, donc on a beaucoup de volatilité. Le secteur bancaire s'est écroulé, il a rebondi. On est un peu dans l'incertitude. C'est un marché qui est très conditionné par les événements. Event-driven, comme disent les anglo-saxons. Et donc, on a effectivement, c'est des marchés assez fébriles, avec des rotations importantes. Ça nécessite de rester, pour l'instant, encore un petit peu prudent avec ces 15% de cash. Ce qu'on voit, c'est que petit à petit, le marché est plutôt en train de se rétablir, mais il ne va pas se rétablir
On ne va pas revenir 2 mois en arrière où c'était le moteur, c'était les banques et les valeurs industrielles. Là, le moteur change du fait du changement radical que la crise bancaire a apporté, c'est-à-dire une inflexion sur le marché obligataire et sur les politiques des banques centrales. Donc là, on voit de manière assez claire cette rotation se matérialiser. Et nous, notre message aujourd'hui, c'est de dire ce que nous raconte l'application FeeAdvisor, c'est d'aller sur des titres technologiques, plutôt US de préférence, mais il y en a aussi en Europe. On a tout à l'heure parlé de ST Microélectronique, il y a ASML, il y a Infineon, par exemple, et d'accompagner finalement ce mouvement sur des titres qualitatifs, technologiques, et qui sont en signal dans la plateforme FeeAdvisor. Ok. Merci beaucoup pour cette conclusion très claire. Puisqu'on n'a pas de questions, je pense qu'on peut fermer la session et souhaiter une bonne soirée à tout le monde et rendez-vous donc vers la mi-avril pour le prochain webinaire. Voilà, on pourra refaire le point sur tout ça, sur l'évolution de cette tendance. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.